Bienvenue à Z sur 7, votre Z-Podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai et nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trendstalk pour vous, David Lester, président du MR Bruxelles. Vous êtes face à un mur, vous êtes face à une dynamique très stérile par moment, vous êtes face parfois à beaucoup de sournois, et donc tout ça requiert beaucoup d'énergie. Nous allons parler de la capitale du pays, la capitale de l'Europe, la région bruxelloise. Cela fera bientôt 1 an que nous avons voté et il n'y a toujours pas de gouvernement. Pour nous parler de cela, Olivier Mouton reçoit David Lester. Il travaille depuis 1 an pour former une majorité, en vain. Mais alors, on se demande, comment va-t-il ? Z sur 7, l'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. D'abord, c'est sympa de poser la question. Je pense que comment je vais importe peu en réalité, vu la gravité de la situation à Bruxelles. Maintenant, c'est vrai qu'après 1 an, il faut continuer à se réveiller et se lever tous les matins avec autant d'énergie que lorsque vous avez gagné une élection. Et au lendemain de cette victoire, vous voulez évidemment vite prendre les rênes pour... Ce que vous avez fait. Et puis implémenter ce pourquoi vous êtes battu pendant une campagne. Titre personnel pendant 5 ans où j'étais dans l'opposition et le MR depuis 20 ans. Donc c'est naturel que d'une fois qu'on gagne, je dirais, une élection, on a envie de pouvoir dire « Ok, maintenant je vais développer tel ou tel projet pour Bruxelles et on en a besoin et on ne peut pas perdre de temps ». Cette énergie-là, évidemment, elle est naturelle pendant les premières semaines, les premiers mois. Un peu moins après 6 On a l'impression d'être face à un mur, en fait. Et c'est comme lorsque... C'est ça, vous êtes face à un mur, vous êtes face à une dynamique très stérile, par moment. Vous êtes face parfois à beaucoup de sournois. Et donc, tout ça requiert beaucoup d'énergie. Alors, en parallèle, je reçois beaucoup de soutien aussi de personnes qui m'écrivent ou qui me croisent dans la rue, ils disent « tenez bon ». Donc ça alimente, ça vous fait tenir. Mais je vais être honnête avec vous, après 1 an, je dois aller puiser encore plus loin que d'habitude pour trouver toujours cette énergie-là pour Bruxelles. En même temps, vous avez une bonne nouvelle à titre personnel. Je ne vais pas dévoiler un secret. Vous êtes devenu papa. Il y a 1 semaine. Voilà. Et vous avez reçu un beau cadeau qu'on voit là. Oui. Qui est un beau clin d'œil. Vous pouvez nous raconter peut-être ? Oui, d'abord, merci aux nombreux messages. Puis j'ai reçu quelques cadeaux, en effet. Enfin, ma femme surtout, parce que c'est elle qui a fait tout le travail. Et ça, je l'ai reçu de Siltje van Achter, donc la ministre NVA, qui était aussi la chef de groupe politique NVA au Parlement bruxellois et qui avait réussi... Avec le petit clin d'œil de dire 9 mois, mais là, il n'y a pas eu de blocage. Il n'y a pas eu de veto. Et donc, si à l'époque, on avait pu, c'était fin novembre en fait, utiliser cette majorité néerlandophone qui s'est composée avec la NVA, le VLD, Groen et Vooruit, si le PS n'avait pas mis un veto comme le clin d'œil est mis ici, peut-être qu'on aurait certainement un gouvernement. Oui, parce que pour rappeler, donc le PS ne veut pas gouverner avec la NVA, en tout cas, or il y a 2 majorités qui sont nécessaires dans la région bruxelloise, et par ailleurs, l'Open VLD, votre parti frère, dit oui, mais nous on veut avec la NVA. Donc en fait, ça coince. Il y a d'autres sous-blocages et d'autres difficultés. Mais enfin, là, j'essaie de résumer un peu ce qui est le nœud du problème aujourd'hui. Vous avez bien résumé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler qu'il avait fallu presque 6 mois aux néerlandophones à Bruxelles pour... C'est ça. Au début, c'était là le problème. C'était là le problème. Ouais. Et après 6 mois, via toute une série, je dirais, de compromis des uns et des autres, ils nous ont présenté cette majorité qui était composée de Groen, qui a gagné les élections du côté flamand, de Vooruit, le partenaire socialiste, du VLD et de la NVA. Mais pour vous, c'était OK, en fait. Pour nous, évidemment, c'était OK aussi parce que vous aviez dans cet attelage-là, je dirais, 2 partis dits de gauche, Groen, Vooruit, puis 2 partis plus de centre-droit, VLD, NVA. Donc on se retrouve là quand même avec, je dirais, un équilibre assez logique. Mais là, le PS a alors mis son veto et depuis, tout est bloqué. Alors j'ai tenté encore pendant des semaines de soit faire lever les vétos, soit de trouver des solutions. Mais en effet, il y a d'autres blocages qui sont apparus. Donc fin février, début mars, j'ai écouté probablement que je suis peut-être plus la bonne personne pour le faire. Et donc je fais ce pas de côté. D'autres, après, ont repris le bâton. Donc votre président de parti, qui est aussi actif, Georges-Louis Boucher. Oui, donc il est souvent critiqué, mais en fait, il s'investit beaucoup pour essayer de se trouver une solution pour Bruxelles aussi. Il faut quand même lui laisser ça. Mais voilà, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, je dirais 3-4 mois après mon départ, entre guillemets,
la situation est, je dirais, encore pire qu'avant. En même temps, vous travaillez pour le moment. Oui. Si je ne me trompe pas, alors vous allez m'en donner un peu plus de détails, même si elle sera dévoilée un peu plus tard, mais vous travaillez à une note qui est une forme de déclaration gouvernementale façon MR pour mettre le contenu sur la table. C'est bien ça? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour former un gouvernement à Bruxelles, il y a 2 éléments qui manquent, qui existent au niveau fédéral, que tout le monde connaît bien, mais qui n'existent pas à Bruxelles, ni dans les autres régions. C'est que, on n'a pas la menace de retourner aux élections fédérales, on a cette menace-là qui existe. Soit c'est un gouvernement en affaires courantes toute la législature, soit c'est une nouvelle majorité. Mais on ne peut pas dire on retourne aux élections parce que ça ne marche pas. Fédéral, on peut. Et puis, il y a un autre élément qui manque terriblement à Bruxelles, c'est qu'on ne peut pas aller voir le médiateur parfait, en fait, dans notre pays, dans notre royaume, le roi. Bart de Wever, il a quand même été voir le roi 18 fois. C'est pas anodin. Moi, je ne peux pas. Donc, je n'ai pas, si vous voulez, cette instance suprême qui peut, à un moment donné, redonner une initiative, redonner, je dirais, un souffle nouveau en désignant un tel ou un tel comme médiateur, démineur, tout ce que vous voulez. Ça n'existe pas. Et donc, on a essayé toutes et tous, moi aussi, à titre personnel, pendant presque 9-10 mois, d'autres après moi, les engagés, gros, d'autres ont essayé, ça ne fonctionne pas, de mettre des gens autour d'une table pour qu'il y ait une majorité parlementaire. Et donc, on s'est dit, tentons ce qui n'a jamais encore été tenté, ce qui nous est reproché aussi à juste titre. Parlons maintenant du fond. Oui, parce que c'est vrai que jusqu'ici, on parlait surtout de, tiens, est-ce que vous êtes prêt à parler avec qui? Exactement. Et donc, on met ici je dirais les dernières virgules à ce qu'on appelle une note de politique générale. C'est en réalité ce qui, normalement, arrive à la fin des fameuses négociations politiques, de dire, voilà, on a une majorité parlementaire et c'est ça qu'on va mettre en application dans les prochaines années avec le gouvernement que l'on vous propose. Ici, on a essayé de faire ça, ça ne fonctionne pas. Donc, nous, premier parti à Bruxelles suite aux élections, on a travaillé, elle est terminée en réalité, donc ici on travaille à quelques modalités, à cette note. C'est votre programme ou c'est pas votre programme? Alors, vous savez, nous on est dans l'opposition depuis 20 ans, Bruxelles ne va pas bien, Bruxelles doit être réformée, et donc évidemment que notre programme propose beaucoup de réformes, mais nous avons tenté aussi dans ce programme-là, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a été lire les programmes des autres potentiels partenaires, et on a vu dans quelle mesure il était possible donc vous avez intégré des éléments. Alors, on a intégré des éléments, mais sans pour autant non plus complètement nous dédouaner. Je rappelle qu'on a gagné les élections, pas qu'un peu, on était à 13 sièges, on est maintenant à 20 sièges, c'est quand même pas anodin, donc le message envoyé par les électeurs bruxellois est très clair. Ils veulent des réformes, et elles sont les réformes que nous avons portées après 20 ans d'opposition. Donc on ne va pas non plus complètement noyer cela, mais on doit évidemment, nous aussi, pouvoir gouverner avec d'autres, pouvoir faire des compromis. Alors, comme toujours, si vous voulez ne pas accepter cette note, vous pouvez, après 4 mots, dire qu'elle n'est pas bonne et que vous la rejetez. Ça, c'est de la politique. Si vous voulez être constructif, vous pouvez l'étudier et vous pouvez peut-être leur proposer encore quelques modifications et puis aussi vous dire, bon, on estime qu'il là-dedans, il y a un compromis. Il y a aussi des réformes qui sont basées sur toute une série d'études, de rapports qui ont été formulés au cours des derniers mois, des dernières années par des institutions neutres qui nous montrent, qui tracent la ligne vers où on doit aller pour réformer Bruxelles. Et il y a quoi comme grande réforme clé? Enfin, je ne vais pas dévoiler toute la note, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des marqueurs, en fait? Alors, en effet, je ne peux pas la négocier ici sur votre plateau, M. Mouton, j'aimerais beaucoup. Je pense que ce serait peut-être plus simple, d'ailleurs, mais je pense qu'il ne faut pas avoir fait de hautes études à Bruxelles pour comprendre qu'un des premiers éléments capitaux, évidemment, ça va être de proposer une trajectoire budgétaire pour Bruxelles qui est la plus sérieuse possible. Je dois vous rappeler peut-être que la note de Bruxelles a été dégradée il y a 1 an. Standard & Poor's, ça veut dire que les taux d'intérêt sont encore plus élevés que ce qu'ils étaient avant. Et qu'elles pourraient l'être bientôt. Y compris sur les emprunts en cours. Donc, il faut savoir ça. Je pense que c'est bon pour vos auditeurs aussi, téléspectateurs, c'est que lorsqu'une note est dégradée pour une instance publique une autorité publique comme la région par exemple, ça veut dire que si vous empruntez, d'office les taux sont plus élevés parce que votre note est dégradée, mais ça veut aussi dire que les emprunts en cours, pour la grande majorité, sont également vus à la hausse. C'est comme si votre crédit hypothécaire était avec un taux plus élevé si on estimait que votre situation familiale était moins évidente socio-économique qu'avant. C'est ça, en fait, qui se passe. Et ça a déjà été dégradé il y a 1 an.
Et si on n'envoie pas un message très clair ici dans les prochains jours, en réalité, la note sera à nouveau dégradée d'ici à mi-juin, grand max. Risque, ouais. C'est aussi un peu ça notre note de politique générale. Quand on dit trajectoire budgétaire, ça veut dire par exemple revoir les structures. Bien sûr. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut quelque part, nettoyer les écuries sans mais bien sûr, et je pense que tout le monde est d'accord avec ça, y compris les structures en tant que telles. Ça, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer toutes ces structures, enfin plusieurs fois, comme formateur depuis 1 an. Ça vous donne le temps de bien rencontrer et de bien vous informer sur la situation à Bruxelles. Et donc toutes les structures elles-mêmes qui ont été créées les dernières années à Bruxelles et qui sont peut-être un peu trop nombreuses, disent en effet, il y a très certainement des processus d'optimalisation, de rationalisation qui pourraient être enclenchés pour rendre la machine bruxelloise moins chère et plus efficace. Tout le monde est conscient en fait de cet enjeu-là. Il y a d'autres marqueurs, j'imagine, qui sont importants pour Bruxelles en termes de sécurité. On sait toutes les fusillades auxquelles on a assisté ces derniers temps et qui ne redorent pas l'image de la capitale. La mobilité avec toutes les difficultés des plans qui ont été décidés. J'imagine que tout ça, c'est dedans aussi. Tout ça, c'est dedans. Et vous faites bien, par exemple, de parler de la sécurité. Moi, j'ai toujours pensé que, outre le budget, il y a 2 dossiers qui, en fait, souffrent cruellement, plein de dossiers souffrent cruellement qu'il n'y ait pas de gouvernement, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a 2 dossiers où on se dit, là il faut vraiment qu'il y ait un pilote qui arrive rapidement, pilote qui a une légitimité démocratique au Parlement bien entendu, donc c'est la sécurité à Bruxelles. Alors heureusement on a un nouveau procureur du roi qui je pense est une des meilleures choses qu'on a pu avoir à Bruxelles ces dernières années, qui se bat, et donc honnêtement, mais ce serait quand même un peu plus facile pour lui si en plus d'un soutien du fédéral, il avait un pilote à Bruxelles avec un gouvernement de plein exercice qui peut vraiment encore plus l'aider et l'appuyer. Et 2, c'est le site d'Audi-Forêt. Redéployer le site d'Audi-Forêt et s'assurer qu'il soit correctement et rapidement redéployé. Il y a une reconversion industrielle d'une certaine industrielle ou économique. Le vrai enjeu de Bruxelles, outre tout le volet communautariste et repli religieux identitaire, mais qui est peut-être moins l'actualité ici sur ce beau plateau, quoique le vrai enjeu, le vrai défi, c'est de recréer la capacité fiscale à Bruxelles. On doit recréer la classe moyenne ou garder cette classe moyenne. Et donc, il n'y a pas 65 000 endroits où on sait créer cette capacité fiscale. C'est le site d'Audi-Forêt, entre autres, mais c'est aussi, évidemment, alors on est dans une studio de médias ici, donc c'est Mediapark, par exemple, c'est le long du canal, c'est le plateau du Heysel, c'est Scarbeck Formation, c'est la gare du Midi et ses alentours. Ce sont tous des éléments là où on sait qu'on peut recréer soit du beau, soit de la capacité fiscale, il y a un potentiel économique important, en fait, à Bruxelles, même si c'est plus les industries du passé, le long du canal qu'on les a connus. Mais il y a autre chose. Mais vous savez, vous prenez, par exemple, Bruxelles est une des seules grandes villes d'Europe qui a la chance d'avoir un cours d'eau qui la traverse, mais qui ne l'a pas exploité comme aimant, qu'il soit touristique, économique. Prenez Copenhague. Copenhague est une ville qui a connu une situation socio-économique assez catastrophique, similaire à Bruxelles il y a 25 ans, avec une nouvelle autorité politique à l'époque, qui était sociodémocrate, donc je ne clive même pas spécifiquement. Ils ont fixé un cap qui était très clair, c'était de c'était d'arriver à une neutralité carbone à l'horizon 2025, en s'associant avec le secteur privé. C'est ce qu'ils ont fait. Mais le secteur privé, du coup, a même pu investir le long de ce fameux canal à Copenhague. Allez à Copenhague si vous avez l'envie ou le temps. Croyez-moi, c'est une ville magnifique qui, aujourd'hui, réattire plusieurs centaines, voire milliers de personnes de la classe moyenne, entre autres, à Copenhague chaque année. Donc, alors qu'elle en perdait, comme Bruxelles actuellement. Elle a misé sur des atouts, la gastronomie notamment, par exemple. La mobilité, une mobilité bien étudiée, mais aussi son canal, qui est devenu un aimant à la fois touristique, aussi en termes de logement, aussi en termes économiques. Et donc maintenant, dès qu'il fait beau, voire un petit peu moins beau, les gens vont à ce canal de Copenhague. À Bruxelles, pas. À Bruxelles, on n'y va pas. C'est pas parce qu'il fait beau que vous allez vous dire il y avait une idée qui a d'ailleurs été un peu conspue à une époque de faire une piscine sur le canal, mais c'est vrai qu'il y a eu... Oui. Vous me demandez, alors moi je vais vous dire, moi je suis à 300% pour, mais pas pour que ce soit financé par de l'argent public. Ça, il faut bien qu'on comprenne, on n'y arrivera plus. Et donc c'est aussi ça un message qui est à la fois d'espoir, mais aussi d'ambition que je veux envoyer au secteur privé, c'est de dire, les amis, Bruxelles n'a plus d'argent du tout, on n'est pas les seuls entre nous, il n'y a plus aucune autorité publique qui a vraiment encore beaucoup d'argent, mais Bruxelles particulièrement, et donc on doit saisir cette situation-là comme une opportunité pour le secteur privé, pour que, main dans la main, vous puissiez, vous, y développer des beaux projets. Une piscine, par exemple, comme celle-là dans le canal, alors c'est un exemple, mais pourquoi pas? C'est quelque chose qui arriverait super bien avec le musée Canal, justement, à côté, qui va se développer, qu'on peut conspuer au team. En attendant, il est là, donc autant l'utiliser à 300%.
Et donc, vous ajoutez à côté une piscine, vous ajoutez à côté des bars, un peu de logement, vous recréez une dynamique. Imaginez qu'on gagne en plus Bruxelles 2030, capitale de la culture, ici, fin de l'année. Vous faites alors exactement ce que Glasgow a fait. Glasgow a été capitale européenne de la culture en étant la première capitale de la culture qui n'était elle-même pas une capitale. Ils ont pu se redynamiser alors que c'était une ville qui n'allait vraiment pas bien suite au déclin de l'industrie navale et autres. Et maintenant, c'est devenu véritablement une ville prospère. Quand on entend ça, MR et PS pourraient s'entendre sur un projet comme celui-là quand même. Ça paraît, on voit même ce qui se fait à la ville de Bruxelles, ça rejoint un peu ça. Donc il y a quand même un potentiel. Bien sûr, il y a, et je pense qu'à la ville de Bruxelles, il y a des projets comme ça de grosses. Le plateau du Heysel, par exemple, est un exemple. Il y en a d'autres. Ça veut dire que vous, est-ce que votre note pourrait décapsuler les choses quelque part? Vous l'avez dit, il y a évidemment votre programme de parti vainqueur, mais aussi vous intégrez des choses. Il y a un projet, on en parlera encore, mais ça veut dire que ça pourrait provoquer quelque chose. Ça pourrait. Je crois qu'il faut que les potentiels partenaires politiques doivent voir cette note comme des éléments où ils s'y retrouvent sur certains volets et où ils se disent là en fait c'est aussi dans notre programme. Si on veut être honnête, on a aussi mis ça dans notre programme. Et d'autres où, en effet, il faut faire des compromis. Où là, je vais donner un exemple, avec le Parti Socialiste, où, historiquement, c'est vrai qu'on a toujours eu un problème, c'est la politique du logement. Ils ont une politique du logement qui est, je dirais, plus encadrante. On sait qu'ils veulent encadrer les loyers, on sait qu'ils veulent construire beaucoup de logements sociaux et autres. Ouais. Nous sommes pour un marché, c'est vrai, moins régulé. Nous sommes aussi pour une politique en termes de logements sociaux qui ne vise pas uniquement, voire plus la construction, vu le manque de moyens, mais plus des systèmes comme les AIS ou les allocations loyer. Donc le but, c'est qu'il y ait plus vite, plus rapidement des personnes qui ont besoin d'un toit, qui puissent avoir ce toit, et qu'elles n'attendent pas que des logements soient construits, ce qui dure trop longtemps et ce qui coûte trop cher. Donc là, c'est vrai qu'il y a des équilibres à trouver. Et voilà, je pense que sur le fond, on pourrait en effet arriver, on doit de toute façon, c'est notre rôle en Belgique, vu qu'on est dans un système qui est proportionnel, où on doit se mettre d'accord entre partis, c'est pas majoritaire, c'est pas un parti, après 2 tours, c'est plusieurs partis, on doit trouver des accords, mais il y a ces derniers temps eu beaucoup plus de problèmes, je dirais, philosophiques, de veto, d'obstacles, humains aussi, interpersonnels, sans rentrer dans les détails, qui font que la situation est... Et quoi, ça veut dire que, parce que maintenant, Ahmed Laouech, qui est le patron du PS bruxellois, laisse entendre que lui a des contacts aussi peut-être pour former une coalition de gauche. Bon, sans rentrer dans les détails, on voit que les partis de gauche ne sont pas nécessairement partants, disant plutôt dans le chef d'écolo, nous on veut quand même que le PS et les Maires s'entendent. Bref, est-ce que vous craignez qu'une autre alternative se présente face à vous? Est-ce que je le crains? Pour Bruxelles, oui. Parce que je pense que c'est la gauche qui a gouverné Bruxelles ces 20 dernières années et que si on me dit que la situation aujourd'hui à Bruxelles est bonne, alors on n'a pas les mêmes lunettes. À titre personnel, si c'est démocratiquement ce à quoi ils arrivent, tant mieux. Je pense que si c'était le cas, je ne comprends pas bien que ça ne soit pas déjà arrivé, parce qu'alors qu'ils le fassent, j'ai envie de dire. S'ils ont une telle majorité, qu'ils le fassent. Mais moi, voilà, je continue. Et les engagés avec qui vous êtes associés déjà au fédéral, vous êtes associés à la région Wallonne, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc vous n'êtes pas mariés, vous êtes 2 partis différents, mais enfin, il y a eu des signaux un peu différents envoyés ces derniers jours. Est-ce que vous êtes bien sûr de votre alliance? Oui, alors moi c'est-à-dire que, vous savez, les engagés sont aussi un parti qui sait à quel point il faut réformer Bruxelles et à quel point il faut repartir d'une page nouvelle. Et donc, je n'imagine pas une seule seconde qui veuille avoir un discours où il réforme Bruxelles en repartant avec les mêmes, en repartant avec ceux qui ont fait de Bruxelles ce que Bruxelles est aujourd'hui, sans celui qui a gagné les élections, à savoir le MR. Ça j'aurais beaucoup de mal à le croire. Et donc, voilà, je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Alors, on reparlera encore du fond de Bruxelles, mais j'ai envie de faire un petit chemin de traverse parce que vous êtes aussi, vous avez été actif dans les milieux économiques et dans l'ORECA. Racontez-nous. Oui, j'ai d'abord été indépendant pendant plusieurs années, comme j'étais traducteur-interprète. J'ai un peu travaillé dans le journalisme aussi, vous voyez, donc j'étais indépendant pendant tout un temps. Et puis j'ai en effet ouvert 2 restaurants, un avec ma femme et puis un autre avec un de mes tout meilleurs amis. Et c'était deux aventures géniales, mais
C'était à Watermal-Boisfort, on en parlera Boisfort aussi. et un XL. Donc, ouais. Ah oui, voilà. Et les deux, on a arrêté les deux. Et vous savez, ça m'a beaucoup appris parce que quand vous faites de la politique, surtout au Parti libéral, vous plaidez évidemment pour une baisse des charges, vous militez pour l'entrepreneuriat, et ce sont parfois des lignes, des concepts qui vous paraissent évidents, mais qui vous sautent vraiment aux yeux quand vous les vivez naturellement. Je ne veux pas jeter la pierre à personne, mais défendre un projet quand vous avez vous-même été victime de ses défauts, c'est quand même plus crédible et plus fort. Et ici, défendre le projet qui est de dire on doit baisser les charges, on doit aider les entrepreneurs qui créent de l'emploi, on doit faire, et donc aussi en termes de flexibilité du marché de l'emploi, on doit faire en sorte que la simplification administrative soit un fait. Moi, j'ai vécu ça. Et c'est des choses sur lesquelles vous êtes, entre guillemets, cassé les dents, c'est-à-dire... Les deux fois. Ouais. Les deux fois, on n'a pas fait faillite, donc j'ai quand même ma fierté pour dire on n'a pas fait faillite. De toute façon, il n'y a pas de mal par ailleurs. Les deux fois, on a arrêté en disant c'est trop dur pour arriver à la fin de chaque mois. Parce qu'un échec, c'est jamais un échec. Enfin, je veux dire, si on se bat pour... C'est ça, mais c'était vraiment où pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, chaque mois est un combat gigantesque pour arriver ne fût-ce qu'à terminer le mois et payer tous les employés, payer tout ce qu'il faut payer. On ne parle même pas de se payer soi-même. Moi, ma femme, avec elle, on a eu ce restaurant, 2 ans et demi, 3 ans, elle n'a jamais su se verser 1 seul euro. Pourtant, le restaurant cartonnait, ça veut dire ça cartonnait, y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, là. Oui, parce que c'est le vécu de... C'est le vécu. Ce que vous exprimez là, c'est le vécu de plein d'entrepreneurs à Bruxelles. Donc, c'est juste pas normal. Alors, si son produit ne fonctionnait pas, fine, ça c'est aussi, voilà, désolé. Mais c'était pas le cas. Je veux dire, on était plusieurs à bien connaître le truc. Le truc fonctionnait. Alors, peut-être quelque chose où on s'est planté quelque part, mais j'entends beaucoup d'entrepreneurs similaires qui, en fait, se tuent à la tâche. Et moi, je suis très triste quand j'entends un entrepreneur me dire « J'arrête, je vais retourner comme, et c'est très bien aussi, simple employé. » On se dit c'est con parce qu'on a quelqu'un ici qui a en fait une fibre entrepreneuriale, qui ose prendre ce risque, parce qu'il faut quand même prendre, il y a un énorme risque là, qui l'a fait, le truc se développe, le truc, je dirais, fonctionne quelque part, mais le seuil à franchir pour que ça devienne quand même rentable et qu'on puisse en vivre est parfois tellement haut, voire trop souvent tellement haut, que les gens arrêtent. Et là, en Belgique, on s'est vraiment planté. On s'est planté. Je veux dire, moi, je vais tout le temps en Angleterre. Je passe beaucoup de temps en Angleterre pour tas de raisons. Là, ils ont un système entrepreneurial qui, certes, ne permet pas non plus toujours de devenir très riche en la matière, mais qui vous permet au minimum d'en vivre tout aussi normalement que si vous étiez employé, avec une sécurité d'emploi et je dirais toute une série de garanties fournies par l'employeur. Ici, en Belgique, un entrepreneur, s'il n'a pas les reins extrêmement solides à la base, je ne sais pas très bien comment il s'en sort. Avec une ambition derrière aussi, parce qu'on pourrait, sans aller beaucoup plus loin, en Flandre, il y a des choses sur lesquelles ils ont misé très fortement, notamment l'Oreca, par exemple, avec des ambitions, des niveaux d'excellence, etc. Ce qu'on a l'impression que parfois à Bruxelles, on se répugne à faire. Ah, moi je crois qu'à Bruxelles, vous savez, il suffit de demander pourquoi les entrepreneurs n'y arrivent pas. Alors, outre le volet où les charges sont vraiment très élevées, et ça, honnêtement, je pense que dans l'accord de gouvernement fédéral, il y a une prise de conscience et qu'il y a une baisse des charges qui est prévue. Sera-t-elle suffisante? Je l'espère de tout cœur. Mais il y a une situation budgétaire fédérale qui fait aussi qu'on ne sait pas tout faire, mais quand même. Donc ça, il faut vraiment qu'on l'ait bien. Mais nous, à Bruxelles, moi je préfère le dire tout de suite aux entrepreneurs, donner plus de sous, c'est pas vrai, on ne saura pas le faire. Par contre, on doit tout faire pour qu'il y en ait plus des entrepreneurs et donc plus de rentrées fiscales aussi quelque part. C'est un win-win. Et donc, on doit travailler comme autorité politique bruxelloise sur 3 volets. Ce sont les 3 volets qui sont tout le temps cités par ceux qui arrêtent ou qui quittent Bruxelles. C'est 1, la mobilité, 2, la propreté, 3, la sécurité. Oui, mais c'est ça, Faites en sorte que votre quartier puisse être accessible, puisse être propre, puisse être sécure. Franchement, après, si l'entrepreneur se plante encore, c'est pas non plus toujours de la faute de l'autorité publique. Ça peut aussi être parce que le produit ne fonctionne pas, le service ne fonctionne pas, ou parce que les charges sont en effet trop élevées. Mais nous, au moins, on aurait fait une toute grosse partie du job. Et là, reconnaissons qu'en termes de mobilité à Bruxelles, c'est quand même pas toujours top. Je veux dire, les choses où ça va, mais c'est pas non plus top. En termes de propreté, c'est une catastrophe. Alors, peut-être parce que je suis maniaque, mais je trouve que Bruxelles reste, en certains endroits, beaucoup trop sale, voire ressemble à une porcherie. À certains endroits, ça ne va pas. Et 3, en termes de sécurité,
Alors, on ne sait pas tout faire non plus dans une grande ville comme la capitale européenne, mais quand même, on se rend bien compte qu'il y a encore une marge de progression. Et qui manque justement, peut-être parce que c'est vrai que c'est la capitale, alors elle n'est pas toujours aimée comme elle devrait l'être dans ce pays, mais c'est quand même la capitale de l'Europe aussi, donc c'est quand même une vitrine qui pourrait être exploitée davantage. Imaginez-vous un seul instant, si vous appeliez une autre ville d'Europe, vous rêveriez d'être capitale de l'Europe, vous appelez Bruxelles. Je veux dire, c'est une chance folle. Si vous retirez cette fonction de capitale de l'Europe à Bruxelles, Bruxelles va vraiment tomber comme une ville parmi les autres. C'est pas normal. On a une chance folle d'être cette capitale européenne. Alors on me dit, oui, mais l'Europe nous coûte cher. Moi, je crois qu'elle nous rapporte aussi beaucoup. Et qu'elle pourrait peut-être nous rapporter encore davantage, si on était... Davantage. Mais d'ailleurs, pour ça, il y a aussi un autre... Vous savez, il y a plein de projets, l'air de rien, et ça qui me donne quand même espoir dans Bruxelles, qui se développent. On peut vous parler tout du quartier nord, entre la gare du Nord et la Tour du Midi, Tour et Taxi, pardon, où là, vous avez tout un projet gros développement immobilier, et ça va vraiment redynamiser tout un quartier. Vous avez l'autre quartier qui est City Forward, donc tout le quartier européen, qui lui vient d'être racheté, entre autres, par la SFPI. C'est presque 1 milliard d'investissements, avec derrière, vraiment tout un quartier qui va renaître. Et donc on voit, et ça c'est l'Europe, et là, donc on voit qu'il y a, comme vous l'avez très bien dit, une richesse complètement sous-exploitée. Il suffirait d'un petit kick politique pour que alors ça devienne vraiment, en quelques années de temps, une perle. Et un kick politique, ça veut dire aussi, alors, un gouvernement bruxellois sans doute, mais plus de cohérence entre les 19 communes, par exemple? Oui, par exemple, mais je vais vous donner un autre exemple de ce qui, d'après moi, il faudrait faire, et c'est pas ça qui va faire que je vais avoir la première page de tous les journaux demain, mais pour vous montrer qu'on a étudié, on a réfléchi. Pour moi, une des toutes premières mesures qu'il faut prendre lorsque ce gouvernement verra enfin le jour, c'est réduire drastiquement les délais de délivrance de permis. À Bruxelles, il vous faut entre 3 et 4 fois plus de temps pour obtenir un permis, que ce soit de construction, de rénovation, de réhabilitation, par rapport à la Flandre et la Wallonie. Mais ça veut dire que non seulement vous créez moins d'emplois, c'est entre 30 et 40 000 emplois en moins qui sont créés parce que ça prend trop de temps, vous rénovez pas assez le bâti, plus de 70% du CO2 vient d'un bâtiment qui date d'avant 1981 pour 90%, et vous ne créez pas assez de logements. D'où la crise du logement. Et puis, vous avez des investisseurs qui disent « Moi, je ne vais plus le faire à Bruxelles, ça prend trop de temps, c'est trop compliqué, c'est trop laborieux. » Moi, j'ai besoin d'investisseurs qui disent « Je viens rénover, je viens même voir construire, je viens développer. J'ai besoin de ça. » Vous envoyez comme signal que désormais à Bruxelles, vous obtenez ou pas votre permis dans un délai 3-4 fois plus court. Croyez-moi, ça va réattirer des investisseurs. Alors, c'est peut-être pas la une des journaux, mais donc, est-ce que la semaine prochaine, vous aurez peut-être la perspective de devenir enfin le ministre-président bruxellois auquel vous aspiriez le 9 juin dernier? Donc, je rappelle, vous allez déposer, en tout cas présenter cette déclaration gouvernementale à laquelle vous avez travaillé, en espérant quand même jeter des ponts vers des partenaires éventuels. Ça veut dire quoi? Vous allez revenir dans le jeu? Vous savez, quand j'ai démissionné fin février, j'avais dit, moi, j'ai quand même une santé mentale aussi à essayer de préserver. J'avais dit que non, je ne reviens que le jour où... il y a quelque chose qui se passe. Il y a une majorité. Parce que, évidemment, j'ai rédigé toutes les fiches de négociation avec toutes les mesures dont je vous ai parlé ici. C'est ça qui se négocie autour d'une table pour qu'on ait un accord de gouvernement. Ici, ce qu'on a décidé avec mon parti, c'est de dire on va déposer cette donne de politique générale ici dans très peu de temps. Ça, c'est moi qui l'ai rédigé. Donc, quelque part, j'ai du mal à partir, j'ai du mal à ne pas m'investir. C'est légitime d'ailleurs. Donc même si j'ai quelque part, c'est une fausse démission que j'ai eue il y a quelques mois, c'était parce que j'ai tout écarté aussi dans ma possibilité de carrière personnelle où j'aurais pu, sans rentrer dans les détails, partir ailleurs entre-temps plusieurs fois. À chaque fois, je suis resté sur Bruxelles. À chaque fois, je me suis concentré que là-dessus, sachant pourtant très bien que le tunnel, pour le moment, est tout noir et que chaque fois que j'ai pu allumer une lumière, quelqu'un s'est empressé d'aller l'éteindre. Mais oui, je ne désespère pas d'atteindre cet objectif. Et on s'entend bien pour Bruxelles. Hein, bien sûr. Oui. Et puis sinon, écoutez, mon avenir personnel importe peu, c'est celui de Bruxelles. Par ailleurs, vous êtes bourgmestre de Watermal-Boisfort, là vous êtes heureux. C'est un magnifique mandat. C'est très gai parce que vous savez, quand vous êtes, comme moi, formateur depuis des mois, que, comme vous l'avez très bien dit, c'est stérile. C'est-à-dire que tous les matins, vous vous réveillez en espérant enfin aboutir à pouvoir porter des projets, faire voter des textes et autres, et qu'en fait, non.
Et puis depuis un an, pour des tas de raisons, ça ne fonctionne pas. Vous vous posez quand même beaucoup de questions sur votre utilité spécifique dans le monde politique, tout parti. Franchement, vous dites, mais à quoi je sers, moi, ici? Parce que, bon, la stérilité, c'est frustrant. Hein. Et donc, et le fait d'être devenu bourgmestre, là, m'a rappelé que oui, je peux, avec une équipe, être utile. Alors évidemment, comme bourgmestre, en plus, c'est très concret, c'est beaucoup plus rapide. Et donc ça m'a sauvé. Ça m'a véritablement sauvé, en tout cas intellectuellement, parce que je suis devenu bourgmestre en décembre, parce que là, ça m'a permis de me rappeler si David, tu restes utile. Tu restes utile. Pour David Lester, être bourgmestre de Watermal-Boisfort l'aurait donc véritablement sauvé. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode du Z-Podcast. Demain, dans l'info à ne pas manquer, focus sur l'industrie alimentaire belge. Nous vous souhaitons un bon dimanche. À demain.